Bienvenue à tous. Afrique Presse, l'actualité en débat sur RFI et TV5 Monde. C'est avec Pascal Hérault, l'opinion, Sébastien Hervieux pour le Courrier international et Augusta Conchiglia, journaliste indépendante. Et c'est autour de deux sujets cette semaine. L'Odyssée de l'Aquarius et ses migrants issus majoritairement de pays africains, indésirables en Italie mais accueillis finalement en Espagne. Peu de réactions du côté des dirigeants africains. Et puis le Nord-Mozambique, secoué depuis mai dernier par une série d'attaques terroristes attribuées à un groupe local de jeunes radicaux islamistes surnommés localement les Chebab. D'abord, cette odyssée en Méditerranée de l'Aquarius et ses 630 migrants repêchés au large de la Libye après avoir été rejetés d'Italie. Eh bien, ce bateau humanitaire a fini par jeter l'ancre à Valence, un port espagnol. Tout de suite, le résumé de Sophie Goldstein de TV5 Monde. Une semaine d'errance à la recherche d'un havre de paix en Europe et la délivrance enfin pour les 630 migrants secourus par l'ONG SOS Méditerranée au large de la Libye. L'Italie n'a pas voulu de ces migrants, Malte non plus. La France a fermé les yeux, arguant de la proximité de l'Espagne qui a dit oui. Au petit matin, le Dattilo est le premier navire à entrer dans le port de Valence. 274 migrants à bord, suivi de l'Orion, 250 migrants, puis de l'Aquarius, dernier de la flottille à sa marée. Parmi les passagers, 123 mineurs isolés, une quinzaine d'enfants, des femmes enceintes. Plus de 2000 personnes les attendent sur le quai, dont 1 millier de bénévoles et près de 500 traducteurs. La presse a été tenue à l'écart. Priorité, la prise en charge médicale. L'état de santé des migrants pris individuellement est pire que ce à quoi on s'attendait. Et ce n'est pas étonnant vu le contexte. Deuxième étape, la situation administrative. Les migrants bénéficient d'un permis de séjour d'1 mois et demi pour raisons humanitaires. Les autorités espagnoles ont décidé qu'ils étaient tous éligibles pour demander le statut de réfugié. Les dossiers seront examinés au cas par cas. La France a fait savoir qu'elle était prête à accueillir certains de ces migrants directement sélectionnés sur place par des agents de l'OFPRA. Une main tendue a posteriori par Paris et des Européens toujours aussi peu empressés à ouvrir leurs portes. L'épopée des migrants de l'Aquarius restera l'un des épisodes les moins glorieux de la crise migratoire en Europe. Voilà, errance de l'Aquarius, bateau humanitaire indésirable en Italie. Pascal, le nouvel homme fort de la nouvelle alliance en place à Rome, Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur italien, issu de l'extrême droite, ne veut plus de bateaux humanitaires dans les ports italiens. Alors du coup, l'Aquarius, avec 2 bateaux italiens, d'ailleurs 2 bateaux des gardes-côtes italiens, donc l'Aquarius a fini par être accueilli en Espagne. Geste humanitaire, cette fois, du Premier ministre socialiste, nouveau Premier ministre, Pedro Sanchez. Et on constate bien que cette politique, ce geste politique, ce geste humanitaire de Pedro Sanchez est loin de correspondre aujourd'hui à cette politique migratoire dominante en Europe qui est réellement de se fermer aux flux migratoires en provenance notamment des pays du Sud et des pays en développement comme l'Afrique. Oui, Hassan, il ne faut pas nier que les gouvernements en place en Europe sont de plus en plus europhobes, soit avec des dirigeants directement comme en Autriche au pouvoir, soit dans le cadre de coalitions avec des ministres de l'Intérieur, c'est le cas de la Pologne, de la Tchéquie, de la Hongrie, et puis maintenant de l'Italie avec Salvini qui est issu de la Ligue du Nord, vous l'avez rappelé, l'extrême droite. L'Italie estime depuis très longtemps qu'elle paye un trop lourd tribut dans l'accueil des migrants. Il faut dire qu'avec l'apport de Lampedusa, c'est cette île qui les accueille en permanence. Et la Grèce aussi, ces 2 pays sont en première ligne. Et vous savez que la procédure de Dublin fait que le premier pays d'accueil, le premier pays d'enregistrement, doit prendre en charge ces migrants. Et de l'autre côté,
On avait des pays comme l'Allemagne avec Angela Merkel qui avait une politique assez ouverte, notamment pour l'accueil des migrants qui venaient de Syrie, et qui se ferme maintenant parce qu'elle est dans une coalition qui ne lui permet plus d'avoir sa politique. Notamment les Bavarois conservateurs. Voilà, du CSU. Et oui. la France, comme d'habitude, est assez cynique dans ce jeu, assez passive. On ferme les yeux et on affiche a posteriori, quand il y a un grand déballage médiatique, un petit peu de solidarité. Donc on voit bien le poids aujourd'hui de l'opinion européenne qui est majoritairement hostile à l'accueil des migrants et on calque les politiques là-dessus. On calque les politiques là-dessus. Et ça pose des problèmes de cohabitation. Il faut aller en Italie, dans les villes de Gênes, dans les villes du Sud et tout ça. Vous avez une vraie fracture au sein de la population, avec des gens qui sont pour l'accueil et d'autres qui sont complètement hostiles. Il suffit de voir les graffitis sur les murs de ces villes et les tensions que ça cause, parce qu'il y a aussi un problème d'emploi en Europe. Donc que font ces jeunes qui arrivent la plupart du temps? Ils s'adonnent à la mendicité, certaines femmes s'adonnent à la prostitution. Et donc il y a un vrai problème d'accueil. Et tant que l'Europe ne se mettra pas autour d'une table et ne reverra pas sa politique des quotas et sa politique d'accueil, on n'arrivera pas à les intégrer économiquement et socialement. Voilà. Alors donc difficulté, Sébastien, pour l'Europe d'avoir une politique commune, une politique migratoire commune. Il y a un sommet prévu en fin de semaine prochaine. C'est un sommet sans doute qui n'aboutira pas à un plan commun. On voit bien qu'un certain nombre de pays continuent à se fermer à toute répartition du poids migratoire, du flux migratoire. D'un autre côté, donc tout ça repose évidemment sur les opinions, sur le phénomène idéologique et identitaire qui domine de plus en plus dans ces pays européens. Et pourtant, d'après les chiffres, il y a moins de pression migratoire aujourd'hui sur l'Europe que sur les pays en développement, c'est-à-dire à l'intérieur même de l'Afrique, un pays comme l'Ouganda. C'est exactement ce que j'allais vous dire, c'est que le paradoxe des mesures mises en place ces dernières années par les pays européens, notamment ces 2 dernières années, c'est une politique de sous-traitance du problème migratoire à l'extérieur des frontières de l'Union européenne. On l'a vu en Libye encore en décembre dernier avec ces images spectaculaires de la chaîne américaine CNN qui montrait ces marchés aux esclaves. On a notamment l'Italie qui donne de l'argent à des gardes-côtes libyens et on sait bien que ces gardes-côtes libyens ils sont liés à certains trafiquants et donc voilà, donc on exporte, on sous-traite cette gestion. On le fait également dans des pays comme au Niger où on a des bureaux de l'OFPRA qui sont à Niamey, qui trient les migrants entre migrants économiques et potentiels réfugiés politiques qui, eux, auraient le droit. Mais on se rend compte avec des gens qui sont sur place qui nous disent que 90% des gens, de toute façon, n'ont pas accès à la France. Donc, ce n'est pas forcément une solution de long terme. Et ce qui m'a beaucoup frappé aussi, c'était un éditorialiste du Burkina Faso qui l'a encore redit cette semaine, honte aux dirigeants africains. Et c'est vrai que ces derniers jours, tout au long de ce feuilleton aussi médiatique de l'Aquarius, oui. On n'a quasiment rien entendu de la part des dirigeants africains. Et c'est vrai qu'on voit l'Aquarius aujourd'hui, il faut peut-être se poser la question, est-ce que ce n'est pas une part du bilan de l'Union européenne, mais aussi du bilan de ces dirigeants africains? Et cet article racontait très bien, que s'il y avait de la croissance des emplois, pourquoi ces jeunes partiraient vers l'Europe? Alors donc finalement, on est, Augusta, une fois de plus, confronté à cette mondialisation mal maîtrisée. Donc avec ces avatars tels que les flux migratoires dus au conflit que l'on essaie de fuir, mais dus également à la pauvreté, à la misère, à cette distorsion entre pays riches et pays pauvres, et dans les mêmes pays aussi où on trouve énormément de chômage, des fractures dues aux nouvelles technologies, etc. Oui, l'embarras des chefs d'État africains, enfin des gouvernements africains en général, sur cette question, c'est qu'effectivement, il faut le reconnaître, le développement n'est pas... ça ne se gère pas par une baguette magique. Donc, même quand il y a des politiques, c'est toujours à long terme, à moyen terme au moins. Et donc, les résultats ne sont pas visibles. Et puis surtout, on a accumulé tellement de problèmes et de détresse, des rapports déséquilibrés avec le monde développé, etc., qu'il est difficile d'imaginer une voie de sortie assez rapide pour faire face à la demande d'emploi, qui est d'ailleurs souvent une demande pas des populations les plus misérables. Comme on sait, désormais, la majorité de ces personnes ont un petit revenu, ont pu au moins ramasser l'argent suffisant auprès de leur famille et ont l'espoir de terminer leurs études et trouver un emploi. Donc c'est un cas de figure assez spécifique. Donc la crise migratoire, l'illustration, Pascal, de la faillite sécuritaire, de la faillite économique, sociale d'un certain nombre de pays africains? Oui, alors il faut faire une différence entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord.
l'Afrique du Nord est devenue de plus en plus une zone tampon, ou une zone même de passage et d'accueil aussi maintenant. Le Maroc a régularisé certains migrants là, au cours des 2 dernières années. Mais l'Algérie a un traitement beaucoup plus radical. Souvent, elle les prend, elle les remet en plein Sahara ou alors dans des pays tiers. Et la Libye, tu l'as très bien dit, ils sont traités comme des esclaves. Ce qu'essaye de faire l'Europe, et ce sera l'objet du Conseil européen du 28 et du 29 juin, c'est de repousser la ligne. Donc, on a ces hotspots ou ces centres de tri qui ont été montés au Niger et maintenant on veut faire la même chose en Afrique du Nord. Donc on va discuter lors de ce conseil d'essayer de mettre dans les pays d'Afrique du Nord des centres de traitement aussi où on peut voir qui a le droit à la protection, à l'asile et qui ne peut être un migrant. Mais c'est une politique défensive et en fin de compte ces migrants se trouvent pris entre 2 feux. Une Europe de plus en plus hostile à l'accueil et des pays africains qui jouent l'indifférence parce qu'il y a aussi un avantage économique, parce qu'on sait très bien que les migrants, quand ils s'installent dans les pays européens, apportent des mannes financières très importantes et l'argent de la diaspora, maintenant, est quasiment, et selon les pays, des fois même plus importante que l'aide publique au développement. Donc, ces hotspots, ces projets de hub à partir de pays de départ, ce n'est pas la solution de demain, finalement. En tout cas, ça laisse à donner tout simplement que l'Europe n'a pas envie d'accueillir ces gens. Et je pense qu'à un moment ou à un autre, l'Europe doit l'assumer et l'assume. Je ne sais pas si c'est la bonne ou la mauvaise chose. Mais en tout cas, ces hotspots, clairement, quand on lit ce qui se passe sur place, c'est beaucoup d'affichage. On repousse, on leur dit surtout ne partez pas. Mais ces gens-là, de toute façon, si on leur dit ne partez pas, vont partir quand même. Et comme en plus on a donné de l'argent au Niger pour couper ces filières, en tout cas cette route qui est remontée vers le nord. Alors effectivement, aujourd'hui, cette route, il n'y a plus personne, il n'y a plus de migrants dans les bus, il n'y a plus de gens qui organisent sur cette route principale, mais ils passent tous par défaut des routes plus secondaires. Ça rend le chemin encore plus dangereux. Et en termes de droit humanitaire, je pense qu'il y a encore quelques questions. Et surtout, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un jeu dangereux, hypocrite, qui se joue aussi entre les dirigeants européens et les dirigeants africains. L'immigration comme les théories sont souvent des bonnes excuses pour certains dirigeants africains de dire surtout donnez-nous de l'argent, donnez-nous de l'argent pour surtout quand on les empêche de partir. Mais en même temps, certains pays africains ont tout intérêt à laisser pourrir cette situation pour qu'il y ait encore des migrants qui montent. Et on l'a encore vu récemment, le Maroc apparemment a laissé un petit peu plus ouvert ses frontières. En fait, attention, redonnez-nous de l'argent parce que sinon on va ouvrir les vannes et c'est pour vous l'Europe que ça va arriver. Alors Augustin, on dit que certains experts disent qu'en vérité la solution est de financer massivement le développement des pays de départ et que ça, pour l'instant, compte tenu des difficultés que l'on observe, économiques, de croissance dans un certain nombre de pays occidentaux, et puis aussi, finalement, de cet égoïsme montant, eh bien, ça ne sera pas pour demain. C'est-à-dire cette espèce de plan Marshall auquel pensent un certain nombre d'experts, c'est-à-dire, par exemple, prendre simplement une année d'investissement pour le développement des pays européens en retard, équivalent à 50 milliards, les investir en Afrique d'un seul coup. Est-ce que c'est une solution on en a beaucoup parlé. On peut appliquer, mais apparemment tout le monde n'est pas d'accord là non plus. D'abord, il n'y a pas une vraie volonté d'investir autant d'argent en une seule fois rapidement. Donc, ce n'est pas à l'ordre du jour. Mais à chaque table ronde sur l'aide au développement des pays individuellement, on entend parler de 15, 20, parfois plus milliards. Donc, il y aurait des conditions possibles à mettre en place. Mais là aussi, ce n'est pas immédiat. Il faut une politique régionale qui permettent de trouver des créneaux viables pour que ces pays deviennent aussi probablement des exportateurs afin d'équilibrer leur propre compte. Donc tout est un peu à refaire. Et il faut dire que l'Union européenne, avec ses accords de partenariat, n'a pas vraiment été dans la bonne perspective pour changer ce rapport de force. Alors, et puis, Pascal, ce phénomène qui est humain, finalement, le mouvement des populations, c'est quelque chose qui est vieux comme l'humanité. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais véritablement se fermer aux flux migratoires, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Europe, que ce soit les États-Unis vis-à-vis des pays d'Amérique latine ou l'Europe vis-à-vis des pays africains. Je vous l'avais rappelé, c'est un problème vieux comme le monde. Après, il y a un niveau de tolérance des sociétés. À partir du moment, et on a vu qu'en Europe,
actuellement. Le niveau de tolérance, il est assez bas. Les flux migratoires, je crois, sur les 4 dernières années, c'est 600 000 migrants qui ont traversé la Méditerranée. Ça représente 0,1% de la population européenne. Mais ce 0,1% pose problème. Mais quand même démagogiquement, je veux dire, c'est pas un vrai problème économique, disons-le. C'est utilisé par instrumentalisation politique. Des partis d'extrême droite, notamment. Ça montre clairement de pédagogie, puisque ces études qui montrent qu'il y a un bénéfice économique des migrants à la fois pour les pays de départ et les pays d'accueil, elles remontent peu dans le discours politique. Et il y a clairement une question de perception, parce qu'il y avait une étude récemment qui disait que le nombre d'immigrés en France est à peu près 12%. La perception qu'ont la population française de ce nombre d'immigrants, ils pensent qu'il y a 29% d'immigrants en France. Il y a un décalage. Entre la réalité et la perception, et puis surtout la médiatisation aussi parfois. Voilà, RFI TV 5 Monde, et dans la deuxième partie d'Afrique Presse, le Nord, Mozambique, frappé depuis mai dernier par une série d'attaques terroristes attribuées à un groupe de jeunes radicaux islamistes de la région. Le résumé Dylan Taoufiki de TV5 Monde. Ce sont les premières images qui nous parviennent de la province de Cabo Delgado depuis la série d'attaques du 4 juin. Des villages désertés, des maisons calcinées et des villageois encore présents qui préfèrent quitter la zone plutôt que de se faire massacrer. Cet ennemi vient dans nos villages, ils effraient les gens, ils les tuent. On n'est pas protégés, on n'a pas d'armes pour se défendre. Des hommes armés de machettes ont fondu sur le village de Nouandé. 7 villageois ont été tués, une centaine de maisons incendiées. 2 jours plus tard, un autre raid à Namaluco, cette fois 5 morts au moins. Le danger dans la région depuis quelques mois vient de toutes parts. Ils étaient assez costauds, ils portaient de gros sacs. Ils ont commencé à brûler les maisons, dont la mienne. Ils ont pris tous mes habits et ont mis le feu dans ma cour et mes toilettes. Mais qui sont les auteurs de ces raids meurtriers? Pour la police, ce sont les Al-Sunna wal Jamaa. La population les appelle les Shebab, un groupe de jeunes musulmans radicaux qui, depuis octobre dernier, font régner la terreur dans l'extrême nord du Mozambique. Des jeunes partis à l'étranger, en Tanzanie ou en Somalie, et revenus au pays en promouvant une version très stricte de l'islam. Leurs revendications, étrangement, ils n'en ont pas émises jusque-là. Mais selon des chercheurs mozambicains, ils souhaitent imposer la charia. Il semblerait que ce groupe entretient des liens avec les Shebabs somaliens, mais aussi avec des terroristes islamistes en Tanzanie et au Kenya. Voilà, d'abord un rappel, on compte environ 4 millions de musulmans au Mozambique, environ 19% de la population. Ces musulmans sont de souche locale ou sont originaires du sous-continent indien. Alors ce groupe a vu le jour dans cette province de Cabo Delgado dans les années 2014. Ensuite, la première attaque connue, c'était en 2017 contre un commissariat de police. Donc les attaques ont connu un pic sanglant, notamment lors des fêtes du Ramadan cette année. Et dans la presse mozambicaine, vous avez relayé, Sébastien, dans le Courrier, un papier décrivant ce groupe plutôt comme un groupe armé de bandits, finalement, que motivé par la foi, c'est-à-dire par l'islam. Oui, je crois qu'il faut être assez prudent, en fait, on a du mal à les identifier. Il y a quelques chercheurs qui ont essayé de faire un travail un peu précis. On est plutôt sur il y a 2 choses. À la fois, on est sur, comme l'expliquait le reportage, des jeunes qui sont partis, des jeunes musulmans qui sont partis et qui sont de retour et qui se retrouvent face à des leaders religieux qui restent en poste dans un contexte d'inégalité économique et de marginalisation économique pour eux, donc ils ont du mal à avoir un avenir. La deuxième chose, c'est que c'est des gens qui ont monté une secte religieuse qui a plutôt basculé dans une sorte de guérilla un peu terroriste, des gens qui sont liés à différents trafics, de l'ivoire, du bois. Et puis il y a eu aussi, la presse mozambicaine était un peu embêtée parce que les autorités ont joué un peu la carte du blackout, surtout. Ne parlons pas de terroristes. Ça pourrait effrayer les investisseurs puisqu'on a découvert du gaz récemment. Ouais. Ça peut aussi, on sait que le parti au pouvoir, le Frélimo, est soutenu financièrement par des leaders musulmans qui ont dit attention, surtout ne faites pas l'amalgame. Et jusqu'à preuve du contraire, on n'a aucun
on n'a aucune preuve que ces gens-là sont liés au Shabab somalien ou un autre groupe terroriste du Boko Haram. Donc, je crois qu'il faut surtout rester assez prudent sur cette affaire. Il faut rester prudent peut-être, mais vigilant également. Pascal, est-ce qu'il faut... C'est vrai que l'Afrique australe, dont fait partie le Mozambique, est l'un des fronts, pour l'instant, l'une des parties de l'Afrique relativement épargnée, et même épargnée par le phénomène djihadiste. Oui, mais il y a le Kenya pas loin, avec les Shebab, et d'après ce qu'on dit, ce que certains chercheurs disent, c'est que ces gens-là ont été des admirateurs d'un certain Aboud Rogo Mohamed, qui est un prêcheur kényan assez radical. Ils ont implanté ça en 2014-2015. Et puis après, comme Sébastien l'a très bien dit, il y a un certain nombre de trafics dans la région. Il y a aussi des mines, il y a du diamant dans cette région. Et puis il y a tout ce qui est pétrole offshore. Alors la réaction des autorités peut se comprendre parce que offshore, normalement, on n'est pas touché, mais il y a tous les contractants. Il y a le port de Pemba, notamment, où est Bolloré, qui arrive. Donc, quand on va commencer à s'en prendre aux contractants et aux infrastructures, et vous avez vu que et la Grande-Bretagne et les États-Unis ont demandé, pour le moment, à leurs ressortissants d'éviter d'être... et même la France, pareil. D'être présent dans la zone. Alors, justement, Augustin, est-ce qu'il faut relier le fait qu'on s'achemine vers l'exploitation des gisements de gaz et de pétrole dans la région, dans ce pauvre pays qui est le Mozambique. Est-ce que ce serait là l'origine aussi, en partie, de l'apparition de ce type de groupe, comme on a pu le voir d'ailleurs dans le sud du Nigeria, par exemple, des groupes séparatistes liés à l'exploitation pétrolière? Oui, là, il n'est pas question de séparatisme, mais il est vrai qu'on peut mettre en rapport avec ces événements, avec la présence des compagnies étrangères. Il y a des Canadiens, il y a des Américains, il y a évidemment les Italiens qui ont fait les découvertes en offshore, et on prépare les infrastructures pour tous les ports, mais aussi les usines de traitement de liquéfaction de gaz. Donc, c'est des gros investissements. On calcule le total de ces investissements à terme à 60 milliards. Et 8 milliards ont déjà été approuvés, et ça concerne justement ces infrastructures sur Terre et les plateformes qu'on est en train de monter sur un offshore. Donc, c'est effectivement quelque chose qui peut avoir... qui peut aiguiser les appétits, Oui, et surtout créer le sentiment d'une exclusion encore plus marquée. Et puis, il y a des questions antérieures. Il s'agit d'un groupe ethnique, si l'on peut dire, parce qu'ils sont quand même un peu tous frères et cousins, qui s'est senti un peu exclu par le système. Par l'élite locale, qui est composée de musulmans, de dignitaires musulmans notamment. Oui, d'autres groupes, et pas seulement musulmans. Enfin, la région est à 50% composée de musulmans, mais il y a aussi une présence très forte, notamment des Makondé, qui sont une ethnie historique qui a eu un rôle pendant la guerre de libération. Ce qu'on retrouve dans le nord du Mozambique, j'ai un peu le sentiment, c'est ce qu'on retrouve dans d'autres régions africaines, des régions qui sont souvent marginalisées économiquement. Face à cela, face à un début de contestation, on a une répression qui est assez forte de l'armée, qui est très présente. Je discutais avec quelqu'un hier qui s'est rendu là-bas il y a quelques mois et qui me disait l'armée est très très présente sur place. Et elle est en mesure de contenir ce phénomène, ce groupe radical? Apparemment oui, puisqu'on a, je cite son expression, il me parlait de ces gens-là comme des gens qui étaient un peu des bras cassés, c'est-à-dire qu'ils ont des machettes mais ils n'ont pas beaucoup d'armes. Donc c'est pas des gens qui font extrêmement peur, il suffit de vider la région et les militaires mozambicains peuvent faire ça bien et ça fonctionne. Oui, Pascal. Sauf que, comme dans d'autres régions, on l'a vu en Afrique de l'Ouest, les modes opératoires, c'est on se casse au milieu des populations ou en forêt, on descend pour un coup et on se replie assez rapidement. Donc c'est assez difficile de les identifier sans une collaboration étroite avec les populations locales. Et on retrouve la même chose avec des groupes comme Ansarou au Burkina Faso, ou les problèmes du Front de libération du Massina, où l'État n'a pas été très présent, où l'État peut même avoir certaines difficultés dans la répression aussi, où l'armée fait des exactions en ciblant notamment une ethnie, et on l'a vu, ça s'est passé encore au Mali la semaine dernière, et ça ne fait qu'accentuer les problèmes. Ce qu'il faut espérer... Augustin, un dernier mot. Ce qu'il faut espérer, c'est que l'exemple du Boko Haram et sa genèse, c'est-à-dire comment la répression a donné lieu à un mouvement inarrêtable aujourd'hui, soit une expérience qui servira aux Mozambicains, parce qu'effectivement, la question sociale doit être traitée en même temps et d'une façon... beaucoup plus équitable. Oui.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci Augusta Conchiglia, merci à vous Pascal Hérault et à vous Sébastien Hervieux, de même qu'aux équipes techniques et rédactionnelles d'Afrique Presse. Cette édition est à retrouver sur les sites internet, de même que sur les applications de RFI et de TV5 Monde. Grand merci de votre fidélité à Afrique Presse. Rendez-vous à la semaine prochaine.